Chers amis, voilà, on se retrouve avec un sujet qui va probablement peu vous étonner, quoique dans un certain nombre de ces développements, vous serez sans doute surpris, interpellés. On va parler donc de la pandémie, des virus, des coronavirus, entre autres aussi, et puis vaccination, réplique, solidarité, moi et les autres face à la pandémie, voilà quelques-uns des thèmes. Ça tombe bien, nous avons deux spécialistes de la question à mes côtés. Muriel Moser, qui est avec nous, qui vient de publier à ce propos une somme pédagogique. Que sait-on des vaccins? Que sait-on de ce que l'on a pu dans le temps développer comme expérience? Et puis ce que l'on sait de ce qui nous arrive aujourd'hui, évidemment, et des techniques que l'on met en œuvre, on va en parler. Olivier Klein est avec nous également. Muriel Moser est évidemment ancienne doyenne de la faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles. Olivier Klein y est en sciences cognitives, en approche psychosociale, l'un des fleurons également. Et on va, l'actualité nous l'impose, parler de ce que l'on sait aussi, par exemple, des populations qui refusent le vaccin. Dans le cadre d'une solidarité, ça s'impose. Bien, on va peut-être, Muriel Moser, commencer par l'idée que le vaccin semblait complètement intégré. Enfin, j'avais le sentiment, moi, depuis tout gosse, ayant appris Pasteur et le reste, qu'il y avait une espèce de caractère naturel, que notre société avait admis la vaccination. À vous lire, c'est pas aussi évident que ça. Non, c'est vrai que pour l'espèce humaine, la vaccination a eu un effet bénéfique incroyable et que pour nous, il semblait tout à fait normal dans les années 50 de se faire vacciner contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, etc. Maintenant, j'ai l'impression que la vaccination est un petit peu victime de son succès et que les jeunes ont un peu oublié l'apport de la vaccination. Ça fonctionne très très bien. Ça permet à l'espèce humaine de vivre finalement dans des contacts extrêmement fréquents. Ça permet 4,5 milliards de personnes de voyager en avion dans le monde, et je pense que certaines personnes ont oublié et maintenant se posent des questions sur le bienfait de la vaccination. Si l'on reprend un peu la trajectoire historique, ces vaccins ou ces tentatives de vaccination qui finissent par être des réussites à terme, s'adressent toujours à des phénomènes massifs, c'est-à-dire quand vraiment des populations font face à des choses qu'elles ne peuvent pas maîtriser et qui déciment. Je parlais de Pasteur tout à l'heure, il est confronté notamment à la rage, et là, il y a une forme d'impuissance jusque-là. On ne guérit pas sans le vaccin. On guérit sans vaccin, enfin certaines personnes guérissent sans vaccin, mais évidemment, il faut payer un lourd tribut en nombre de décès. Par exemple, la variole, dans la première moitié du XXe siècle, a causé 300 millions de morts. Ouais. C'est énorme. Et la variole est la première et la seule maladie éradiquée depuis 1980, ce qui est grâce au vaccin. C'est remarquable, bien entendu. Alors, on s'est posé la question, et j'en ai discuté avec Jean-Michel Donier, peut-on atteindre une immunité collective ici pour le Covid-19? Peut-on atteindre une immunité collective sans vaccin? Ça causerait un nombre de morts beaucoup trop élevé. Maintenant, il y a 24 000 morts en Belgique, ce qui est déjà énorme. D'après un calcul et sans aucune garantie, il y aurait entre 60 et 80 000 décès si la Belgique devait être infectée et éventuellement avoir une immunité suffisante pour assurer l'immunité collective. Ce n'est pas garanti et ça fait beaucoup de morts. Et comme dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est éthiquement inacceptable et scientifiquement également inacceptable. On a vu quelques pays au début de la pandémie faire ce pari politique. Alors, la Grande-Bretagne, avant de changer cap pour cap de Boris Johnson, on sait que le Brésil de Jair Bolsonaro a beaucoup joué avec ça, mais on a vu certains pays du nord de l'Europe, on a vu les Pays-Bas tenter ce discours. C'était donc un discours scientifiquement inacceptable, parce que là, on a quand même vu des scientifiques prendre fait et cause pour cette opération, même plus proche de nous d'ailleurs. Oui, c'est exact. D'abord, on dit souvent que le vaccin fait mieux que le virus. C'est une observation générale, puisque le virus a tout intérêt à diminuer la réponse immunitaire et donc a un effet diminuer la réponse immunitaire. La réponse immédiate, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réponse innée, qui est une sorte d'inflammation, et qui après sera suivie par la réponse adaptative, donc les fameux anticorps et les cellules tueuses. Donc cette réponse immédiate, quand elle est diminuée, bien entendu, elle retarde toute la réponse immunitaire, permettant au virus de se répliquer. Il ne faut pas oublier que le virus ne se réplique que dans nos cellules. Il ne peut pas se répliquer tout seul. Et donc,
plus il y a de gens vaccinés, moins le virus se réplique évidemment. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on sait maintenant que pour avoir une réponse immunitaire efficace, en particulier contre les variants, et il y aura encore des variants, c'est tout à fait normal, il faut 2 stimuli, c'est-à-dire soit une infection puis une vaccination, ou bien une vaccination et une autre dose de vaccin. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle une réponse de mémoire, qui est beaucoup plus efficace, plus large, meilleure quantitativement et qualitativement. Le corps garde la trace et la mémoire, même quand, a priori, le volume d'anticorps diminue dans le corps garde une mémoire suffisante que pour lors d'une agression suivante, il puisse auto-réveiller en quelque sorte l'immunité. Oui, la mémoire fonctionne très bien. Alors ici, la question actuelle est de savoir combien de temps va durer la mémoire. On sait déjà qu'après une infection, va durer au moins 1 an et qu'après une vaccination, on est à peu près maintenant un peu plus de 8 mois. La réponse anticorps diminue parfois un petit peu, mais le nombre des cellules tueuses, qui sont importantes parce qu'elles tuent les cellules infectées, c'est-à-dire les cellules dans lesquelles se cache le virus, donc le virus est en dehors des cellules, doit rentrer dans les cellules pour nous infecter, puis une fois qu'il est dedans, il y a 2 mécanismes, les anticorps d'une part et les cellules tueuses. Les cellules tueuses semblent rester pendant plus longtemps, donc on est au moins 1 année, disons, mais l'histoire montre que la mémoire peut durer pendant toute la vie de l'individu. Cela a été démontré pour la variole, par exemple. On revient dans un instant, parce qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet. Olivier Klein, déjà ici, implicitement, les questions étaient évoquées lorsque j'évoquais certains pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas, alors Grande-Bretagne, Brésil, chacun des cas, Trump aux États-Unis, mais pour s'attarder à notre environnement, c'était déjà les questions de solidarité. D'aucuns disaient avec beaucoup d'assurance dans le nord de l'Europe ou aux Pays-Bas, mais rassurez-vous, nous ne sommes pas irresponsables, nous pensons immunité collective. Donc le sens de l'autre semblait rencontré. Mutatis mutandis, comment ? On apprend ces jours-ci aussi qu'un tiers des francophones en Belgique refusent le vaccin. Ben oui, donc la solidarité, c'est clairement une motivation pour certaines personnes, mais le souhait ou l'intention de se faire vacciner, ça dépend de toute une série de considérations. Et des considérations notamment aussi qui relèvent du bien-être, de la santé individuelle. Et donc, une des principales causes, je dirais, directes de l'hésitation vaccinale, c'est la peur d'effets secondaires, d'effets indésirables. Et donc, beaucoup de gens, même s'ils souhaiteraient être solidaires, ont très fort peur d'être victimes d'effets indésirables et donc ne se font pas vacciner. Donc ça veut dire, on va déjà l'engranger une première fois, mais on va certainement y revenir, que l'effort pédagogique, l'enjeu explicatif est particulièrement important, surtout que nous mettons en route, en quelque sorte pour l'instant, des technologies auxquelles le public n'est pas tout à fait accoutumé. Tout à fait. Donc il y a vraiment un enjeu pédagogique très important parce que c'est très facile, par exemple, de constater, par exemple, qu'une personne est décédée quelques jours après s'être fait vacciner, d'attribuer la cause de ce décès au vaccin. Mais lorsqu'il faut réfléchir en termes de probabilité, c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus difficile d'appréhender ça. Et bon, par exemple, c'est clair que être infecté du Covid et avoir des effets secondaires à long terme est un risque beaucoup plus important pour la plupart des gens que le risque d'effets indésirables dus à la vaccination. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à percevoir concrètement quand on est confronté à un cas bien précis, par exemple, de quelqu'un qui aurait des effets très, très graves suite à un vaccin, même si c'est très rare. Il y a peut-être une question encore en amont, d'ailleurs, de celle que nous évoquons, parce qu'on l'évoque dans le contexte pandémique, mais ce sens de l'altérité, est-ce qu'il est vraiment acquis ? Est-ce que dans notre société où l'hyper-individualisme a quand même été poussé à l'extrême, où les réseaux sociaux qui semblent donner du collectif, mais qui en fait sont surtout narcissiquement tournés vers ceux qui l'utilisent, est-ce que ce sens du collectif est acquis ? Je pense qu'on le sous-estime. Il y a vraiment, dans les études qu'on a pu faire, on voit vraiment qu'il y a une motivation aussi par rapport au bien commun. Donc il y a évidemment... L'individualisme est présent, mais il y a quand même globalement un sentiment qu'on est dans le même bateau. Et donc je pense vraiment qu'on peut capitaliser là-dessus. Et moi, depuis le début de la pandémie, j'ai été très très inquiet par rapport à des discours médiatiques, par exemple, qui mettent en exergue plutôt l'individualisme. Quand on voyait par exemple les rayons de supermarchés vides,
c'était une façon de dire, regardez, chacun pour soi, prenez, tout le monde va aller prendre les rouleaux de papier toilette ou je ne sais quoi. Et c'est une façon finalement de présenter les choses qui en fait exagèrent cet individualisme, cet égoïsme qui n'est pas du tout la norme, vraiment pas. Je reviens, je garde en mémoire. Muriel Moser, j'évoquais effectivement l'idée des nouvelles approches vaccinales, l'ARN messager, hein, on sait qu'on en parle beaucoup. De manière basique, dans des réactions que l'on capte ici et là de peur à cet égard, il y avait par exemple l'idée, je sais qu'elle est probablement scientifiquement farfelue, mais qui était évoquée, on va modifier, alors les gens disent ADN, sachant même pas ARN, ADN, mais on va se modifier, nous allons devenir en quelque sorte des organismes génétiquement modifiés. C'est vrai, mais d'abord il faut dire que l'ARN messager est connu depuis longtemps et que ça fait près de 20 ans que des chercheurs travaillent d'une façon extrêmement importante sur l'ARN messager, en particulier pour créer un vaccin contre le cancer. Donc ce n'est pas inconnu. C'est pas tombé aujourd'hui du ciel en un an. Pas du tout, pas du tout. Donc plusieurs centaines de personnes ont déjà été injectées avec l'ARN messager. Et cet ARN messager a été modifié pour être moins inflammatoire et aussi pour être plus stable. Il n'est pas très stable, c'est pour ça qu'on doit le garder à moins 70 degrés. Maintenant, il y a un article scientifique qui vient de paraître qui montre d'une façon étonnante que lors d'infections virales, l'ARN du virus, donc pour les virus à ARN, l'ARN du virus peut s'intégrer dans notre génome. C'est très rare, mais c'est totalement inattendu. C'est apparu il y a 2 jours, je pense, hein, et nous en avons discuté hier, Olivier et moi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'il y a des enzymes qui peuvent le faire, dans certaines cellules et en cas d'infection virale aiguë, l'ARN peut être rétrotranscrit en ADN, puisque notre information génétique, c'est de l'ADN, et peut se retrouver dans notre ADN. C'est très rare. Alors, donc, la question est, lors de l'infection virale avec le SARS-CoV-2, ça peut arriver apparemment. Probablement pas, mais on n'en sait rien, c'est tout nouveau ce que je viens de vous dire, probablement pas avec le vaccin ARN messager. Donc l'ARN messager, le vaccin, c'est l'ARN messager codant pour la protéine Spike, et il est en fait présent dans une catégorie de cellules qui s'appelle les cellules dendritiques. Ce sont les sentinelles de notre système immunitaire qui sont à très courte durée de vie. Et il est assez instable aussi. Il ne reste qu'un jour ou 2. Il permet simplement aux personnes vaccinées de produire cette fameuse protéine S. Donc, on ne peut pas dire jamais, mais dans le cas du vaccin, c'est extrêmement peu probable, et ce sera dans une toute petite catégorie de cellules, à peu près 1% des cellules de la rate, par exemple, alors que lors d'infections virales, apparemment, contrairement à ce qu'on pensait, ça peut arriver. Donc, j'allais dire, c'est presque un argument en plus pour dire faites-vous vacciner. Et évitez l'infection virale qui va effectivement produire donc de l'ARN messager dans la cellule qui éventuellement peut... Donc c'est tellement nouveau qu'il faut encore attendre de nouvelles observations. Donc, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, il y a l'ARN messager que l'on utilise biotechnologiquement parlant dans le vaccin et qui lui a une durée de vie tellement brève, dans des cellules elles-mêmes de durée tellement brève qu'il n'y a pas de risque, mais par contre, ou pas réellement, par contre, le virus lui-même, en nous infectant, en période infectante, peut lui-même alors produire de l'ARN messager dans notre corps qui, lui, serait plus possiblement à risque. Oui, bien entendu, il produit de l'ARN messager puisqu'il serait plus que dans nos cellules. Cet ARN messager peut être rétrotranscrit en ADN qui peut se retrouver d'une façon rare, mais ça vient d'être démontré dans notre corps. Alors, je reviens vers l'idée de la pédagogie. On voit bien combien, ces technologies, depuis 20 ans, sont connues des spécialistes, des chercheuses et chercheurs qui travaillent de nos universités, et combien le grand public ne connaît pas, comprend mal. Cette solidarité que vous évoquiez, Olivier Klein, à l'épreuve de ce qui apparaît quand même comme la nouveauté technologique et de la peur qu'elle peut engendrer, il y a une tension. Il y a une tension. Et ce qu'il faut se dire quand on veut travailler sur la pédagogie, alors c'est très bien d'informer, mais ce qui est peut-être encore plus important que d'informer, c'est qu'on ait confiance dans la personne qui vous informe. Et donc ce qu'on sait, qui est, je dirais, le résultat qu'on retrouve dans toutes les études sur l'hésitation vaccinale, c'est que c'est finalement la défiance par rapport aux autorités. Parce que la vaccination, c'est une initiative politique.
Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui hésitent par rapport à la vaccination sont en fait, pour la plupart, des gens qui ont une certaine défiance par rapport aux autorités, en se disant, ces personnes veulent-elles vraiment notre bien, sont-elles vraiment compétentes? Et donc, la pédagogie, c'est très importante, mais la confiance, c'est encore plus important. Et nous sommes en crise de confiance. Et on est en crise de confiance, et donc c'est pour cette raison qu'à mon sens, lutter contre l'hésitation vaccinale, c'est avant tout essayer de se diriger vers des sources envers lesquelles les gens qui hésitent ont confiance. Et c'est ça qui fonctionne le mieux. Ça, c'est effectivement pédagogiquement important, et je m'adresse évidemment à l'enseignante et à l'ancienne doyenne de faculté des sciences à l'ULB, Muriel Moser. La confiance dans la science s'érode, parce qu'elle fait partie, elle est loin d'être en bas de l'échelle. On sait que la confiance dans le monde politique et le monde médiatique sont encore bien plus bas, mais la confiance dans l'autorité du savoir s'érode de manière constante et générale. Ça pose un problème pour les scientifiques. Oui, évidemment, ça pose un problème. Alors, je pense qu'on peut agir à différents niveaux. Par exemple, le département de diffusion des sciences de l'ULB et moi, nous collaborons et nous avons fait des présentations dans des écoles et un immunologiste répond ensuite aux questions des élèves. C'est ce qu'on a fait avant-hier, par exemple. Et on voit qu'il y a un intérêt certain. Je pense que c'est essentiellement un manque d'information, mais un manque d'information personnelle. Que quelqu'un face à face puisse répondre à leurs questions. Alors, j'ai aussi été invitée dans différentes communes pour répondre aux questions des personnes. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. On doit aller un peu partout pour essayer d'expliquer et surtout de répondre à leurs inquiétudes. Je vois alors que plusieurs personnes m'ont dit « Ah d'accord, alors je vais me faire vacciner ». Manque d'information essentiellement, je suppose. Ça veut dire aussi, évidemment, ça souligne, en tout cas en creux, l'obligation à la fois pour aussi alors les médecins de première ligne d'être parfaitement informés de l'évolution, donc formation continue et continuée, parce que c'est forcément pas évident d'être au courant de tout. Mais ça souligne aussi alors le paradoxe, et j'y reviendrai également avec Olivier Klein, mais ça souligne également le paradoxe du choix politique qui a été fait de très peu finalement mêler dans la politique vaccinale les médecins de première ligne. Oui, c'est ce que je me disais en effet. Il me semble, bon, évidemment, avec un vaccin qui doit être gardé à moins 70 degrés, qui arrive en fiole pour plusieurs personnes, c'est difficile, logistiquement. Mais maintenant qu'il y a, par exemple, un vaccin qui est plus simple, comme celui de Johnson & Johnson et l'AstraZeneca aussi d'ailleurs, mais ça c'est un problème un peu différent, peut-être qu'on pourrait, à ce moment-là, impliquer beaucoup plus les médecins de famille qu'eux-mêmes pourraient vacciner. J'ai l'impression que ça pourrait, en tout cas, persuader une partie de la population de se faire vacciner, non? Oui, Olivier Klein, on a parlé d'ailleurs aussi des pharmaciens, moins pour la vaccination que pour le conseil vaccinal. Il faut retrouver ces personnes de confiance, et j'imagine qu'on a probablement quand même parmi ceux-là le médecin de famille ou le médecin qu'on consulte. Bah, tout à fait. Donc, dans nos enquêtes, on voit que le médecin de famille, les pharmaciens sont vraiment les personnes en qui les gens ont le plus confiance pour un avis en termes de santé, parce que c'est des gens qui sont proches. J'ai eu l'occasion aussi, moi, de faire des interventions auprès des pharmaciens, et ils sont en demande d'aider. Et donc, il ne s'agit pas... Donc, d'une part, il y a la question de la confiance, mais par exemple, les pharmaciens, aussi bien que les médecins, ils peuvent aussi aider au niveau purement pratique. Il y a des gens qui ont des difficultés à s'inscrire, même à comprendre une convocation. Donc, toutes ces personnes peuvent aider à vraiment faire avancer la vaccination. Est-ce que nos responsables politiques, on va dire globalement, centres de coordination, qui ont parfois donné le sentiment de plus se disputer entre divers niveaux de pouvoir et médiatiquement parlant, est-ce qu'ils ont négligé trop longtemps cet aspect confiance, capital confiance? Ils le pensaient acquis par une conférence de presse alors que ce sont les autres lignes de proximité qui auraient dû être mobilisées. J'ai le sentiment que chez certaines personnes, on a pu parfois avoir l'impression que les décisions n'étaient pas uniquement dictées par ce qui était idéal au point de vue sanitaire, mais aussi par le pouvoir respectif de différents lobbies. Et par ailleurs, c'est vrai que, en tout cas, surtout, je dirais dans les codes échos qu'on a pu voir, les conseils nationaux de sécurité, on avait parfois l'impression que c'était un discours qui s'adressait à un public très particulier. Je veux dire, ces conférences de presse à la télévision, je veux dire, ça s'adresse, me semble-t-il, à des gens de classe moyenne, relativement éduqués, qui comprennent bien tout ce qui est dit, qui vont se brancher sur les médias qui diffusent ça. Mais donc, il y a tout un pan de la population
qui, à mon avis, a été très peu touché par ce type de communication. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental de pouvoir toucher d'autres catégories de la population. La grande peur, Muriel Moser, parce que ici, évidemment, la pandémie, on a le sentiment effectivement d'un fléau mondial. La preuve, on a ramené la grippe espagnole en oubliant quelques autres, en sentant qui avaient déjà maillé notre histoire récente. Hein. Mais d'abord, c'est un peu comme un phénomène NIMBY. Hein. Quand ça nous touche, nous, alors on se réveille. Quand ça touche une autre partie du monde, on oublie assez facilement. Est-ce qu'il faut ces grandes peurs pour qu'il y ait ensuite des avancées aussi, parce qu'on pourrait poser la question, des scientifiques cherchent dans les labos, mais les grandes industries qui doivent ensuite produire ne s'intéressent que quand le résultat est, on va dire, suffisamment financièrement intéressant que pour pouvoir le développer. Les maladies rares, orphelines, opportunistes attendent toujours, et il y a peut-être bien déjà des labos qui ont trouvé. Oui, c'est sans doute assez vrai, mais on peut prendre comme exemple le sida. Je pense qu'il y a quand même eu une mobilisation internationale majeure pour le sida. Mais le problème est beaucoup plus compliqué là. Oui, on n'y est pas encore, hein, là d'ailleurs. On n'a pas encore de vaccin, mais ça avance un peu. Mais c'est très différent parce que les personnes qui sont touchées par le sida n'ont pas de réponse immunitaire. C'est plus complexe. Ici, on sait très bien que les personnes infectées par le SARS-CoV-2 ont une réponse contre cette fameuse protéine Spike qui est la clé d'entrée dans les cellules. Ici, ce qui est remarquable à mon avis, c'est que, évidemment, au niveau de la logistique, il y a eu des progrès considérables, mais aussi scientifiquement surtout, il y a eu une collaboration dans le monde entier. Donc, tous les résultats scientifiques sont publiés immédiatement, sous forme de préprint, c'est-à-dire sans ce qu'on appelle une revue par les pairs. Mais tout de même, ils sont disponibles immédiatement. Donc, tous les jours, il y a des préprints qui sont publiés, montrent donc les résultats les plus nouveaux et qui permettent d'avancer beaucoup plus vite. On est en open source. Voilà, et c'est une collaboration entre les universités, entre les institutions de recherche, avec les compagnies pharmaceutiques. Ça, c'est quand même assez remarquable. On est tous vers la même direction. Ça, je trouve que ça a montré un effet remarquable, puisque ça a été extrêmement rapide, puisqu'en moins d'1 an, il y avait déjà un vaccin d'une efficacité de 95%. C'est quand même incroyable. Et donc, je pense qu'on a appris beaucoup. On a aussi appris qu'il fallait être très attentif. On savait, après les 2 autres infections coronavirus, que ça allait arriver. Mais comme vous venez de dire, les 2 autres ont touché une toute petite partie du monde loin de nous. Et donc, il n'y a pas eu cette mobilisation, évidemment. Ça pose quand même la question, quand même, allons jusqu'au bout. Vous dites qu'il y a une intense, et elle est manifeste, collaboration internationale mondialisée entre chercheurs, labos et autres pour ouvrir les sources au jour le jour. Oui, enfin, jusqu'au moment où il s'agit d'entrer en production. On ne peut pas dire que les recettes, pour parler un peu de manière vulgarisée, des vaccins soient en open source. Et c'est d'ailleurs toute une question à l'heure actuelle, le brevetage. Tout à fait. Et donc j'ai lu hier, les milliards gagnés par Pfizer, BioNTech, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas, l'histoire de lever les brevets me pose question dans le sens où on dit qu'en levant les brevets, et je suis pas compétente pour savoir exactement ce qu'il faut faire, on va pouvoir permettre d'augmenter la production. Je suis pas tout à fait persuadée, parce qu'il y a quand même toute une compétence technologique là-dedans, scientifique, pour la production des vaccins. Et si j'ai bien compris, le commissaire européen a dit qu'il y avait maintenant, mais on parle d'Europe, tout à fait d'accord, 52 sites de production. Il y a eu des collaborations entre les différentes entreprises. Donc j'ai l'impression qu'on va par là. Par contre, le prix des vaccins et le fait que seulement une petite partie du monde en bénéficie maintenant pour toute sa population et pas les pays en développement, c'est juste inacceptable, bien entendu. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt obliger, entre guillemets, Pfizer, BioNTech et les compagnies pharmaceutiques à donner gratuitement des vaccins dans les pays en voie de développement? Est-ce que ça n'aurait pas un effet meilleur que de lever les brevets? Je ne sais pas, il faudrait un économiste ou... je ne sais pas très bien. Oui, Olivier Klein, cette question s'était déjà posée dans le cadre qu'on évoquait du sida pour les antirétroviraux. On se souvient de l'Afrique du Sud et d'autres pays africains devant mener de longs combats. Peter Piot, notre compatriote qui était monsieur ONU-SIDA, se battait, il le rappelle, pendant 20 ans pour obtenir une vraie libéralisation et une accessibilité. Donc, cette situation, en quelque sorte, de solidarité,
elle est peut-être plus entre clubs de riches que réellement mondiale. Oui, là, l'enjeu vraiment, c'est de se dire que la solidarité, elle doit être mondiale et aussi au niveau psychologique. Je veux dire, si j'ai bien compris, on ne se débarrassera pas du virus chez nous si on ne s'en débarrasse pas aussi chez les autres. Donc c'est une solidarité qui est en même temps intéressée. Hein, là. Donc il y a vraiment une nécessité de prendre en compte aussi, et peut-être d'abord, le bien-être de ceux qui sont parfois bien loin de chez nous. Mais ça veut dire, Muriel Moser, que s'il fallait se rappeler de l'urgence de ce que vient de développer ici comme argument Olivier Klein, on qualifie bien géographiquement les variants. Hein. On dit le variant brésilien, le variant sud-africain, le variant indien, qui est probablement l'un des plus préoccupants pour l'instant. Ça veut dire qu'effectivement, ils nous viennent de l'autre côté de la planète. Absolument. Donc, il faut vacciner 80% du monde entier. Pas 80% des plus de 18 ans, hein. 80% de la population, c'est-à-dire tous les adultes, ou alors maintenant, le Pfizer va être autorisé, en tout cas aux États-Unis, pour les 12-15 ans. Ça a commencé. Il faudra élargir, absolument. Oui, donc la solidarité mondiale n'est pas juste un effet d'empathie. Vous nous dites, c'est scientifiquement indispensable. Absolument. Est-ce que c'est bien perçu, ça? Est-ce que ça commence à percoler? Parce que la solidarité des riches ne s'est jamais beaucoup portée sur la solidarité des pauvres. Oui, donc je dois vous avouer que nous, on n'a pas directement encore fait d'enquête spécifiquement sur ce sujet-là, donc je ne pourrais pas vous répondre directement, mais manifestement, il reste encore une fraction importante de la population qui est réticente à se faire vacciner, et donc il y a aussi un travail très important à faire de ce côté-là. Muriel Moser, vous évoquiez, et vous l'évoquiez dans le livre, sida, il y a encore cancer, il y a des recherches en cours, et là, il faut quand même qu'on en dise un mot. L'une nourrit l'autre. Ce que l'on est occupé à mettre au point pour la pandémie SARS-CoV-2, Covid-19, vient aussi de recherches qui étaient appliquées à d'autres et sert déjà notamment en termes de cancer et autres. Donc chaque avancée n'est pas en soi une chaîne qui n'a pas de répercussions. Donc la solidarité, elle est aussi vis-à-vis d'autres malades. La recherche en cours aidera d'autres maladies. Absolument. Par exemple, l'ARN messager ouvre des perspectives extrêmement larges. Donc, parce que l'ARN messager est enveloppé, disons, de nanolipides, et selon la constitution de ces nanolipides, il y a moyen, en utilisant l'ARN messager, d'induire une réponse immunitaire plus ou moins forte et aussi d'induire une sorte de tolérance qui ouvre une voie extrêmement intéressante pour les maladies auto-immunes. Et ça a été publié aussi par Pfizer-BioNTech, par BioNTech. J'ai lu l'article, c'est extrêmement convaincant. Et donc, toute l'avancée technologique et scientifique, parce qu'il faut oublier aussi l'analyse des réponses immunitaires extrêmement fine aujourd'hui, permettra sans aucun doute d'envisager de nouvelles approches vaccinales qui seront plus efficaces, aussi bien pour les maladies donc virales, bactériennes, etc., mais également, comme vous avez dit, pour le cancer, qui est un problème un peu plus compliqué, puisqu'il y a des freins de la tumeur elle-même, mais aussi les maladies auto-immunes, et tout ça est extrêmement encourageant, en effet. Donc, s'il fallait également utiliser un argument auprès du public dubitatif sur l'impact de la recherche, sur le rôle des grandes multinationales pharmaceutiques ou sur l'intérêt de se faire vacciner, vous diriez, allez-y, parce que de manière induite, tout ce qui se finance pour l'instant destiné ou apparemment destiné exclusivement à Covid-19, en fait, c'est bien plus vaste que ça. Absolument. Oui. Mais cela souligne en creux, et ça j'imagine quand même que la responsable académique que vous êtes va en parler, ça souligne en creux aussi toute la nécessité de continuer à subventionner la recherche fondamentale, parce que sans ça on n'aurait pas l'ARN messager. Alors justement, un excellent exemple, c'est Catalina Carico, qui est une biochimiste, je pense qu'elle est hongroise, je suis presque sûre, et c'est elle qui a développé dans des circonstances très difficiles cette approche vaccinale avec l'ARN messager, donc il y a plus de 10 ans. Elle a eu énormément de problèmes à se faire subsidier, évidemment, puis elle a rencontré quelqu'un qui s'appelle Drew Weissman, qui est un immunologiste très connu, et ensemble, ils ont développé cette approche vaccinale, heureusement pour nous. En plus, l'important, c'est qu'en 6 semaines, on peut avoir un nouveau vaccin. Imaginons qu'un des variants devient très ennuyeux et échappe à la réponse vaccinale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Eh bien, en 6 semaines, un nouveau vaccin spécifique d'un variant va être fait. Et voilà, donc,
Catalina Carico met en évidence la difficulté de la recherche fondamentale dans des institutions publiques, mais montre aussi l'importance de comprendre et de faire des progrès technologiques et scientifiques. Vous voyez ici, tout le monde y gagne. Olivier Klein, je voudrais revenir également alors sur un phénomène que on finirait presque par oublier de commenter, et pourtant il a refait surface également, c'est le besoin du bouc émissaire. Quand il arrive quelque chose à la collectivité, il faut toujours trouver le responsable. Et le responsable n'est pas forcément toujours pointé du doigt comme étant le virus lui-même, mais des populations particulières qui aideraient à le transmettre. Alors on a vu, bien sûr, d'abord pointer les évidences comme les migrants, mais on est rapidement aussi arrivé à des catégories comme les jeunes. Vous êtes coupable d'avoir infecté ou de chercher à infecter par votre maladresse, voire pire, vos aînés. Tout à fait. Donc ce qu'il faut bien appréhender par rapport à tout ça, c'est que notre lecture du monde, c'est toujours structurée par des appartenances. Et donc, la façon dont on va définir ces appartenances va changer d'un contexte à l'autre. Et donc, on a effectivement eu cette sorte de catégorie très vague des jeunes qui se moqueraient des mesures, qui ne seraient pas du tout, disciplinés par rapport à ça. Et donc qui ont été stigmatisés. C'est la meilleure façon d'ailleurs de renforcer des sentiments d'opposition aux mesures sanitaires et à la vaccination. Mais vous avez le même genre de mécanisme dans les théories complotistes qui construisent des oppositions entre des groupes. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça montre qu'en fait, l'enjeu par rapport à la vaccination, c'est aussi que les gens puissent se définir dans une collectivité au sein de laquelle, non seulement je veux être solidaire vis-à-vis de cette collectivité, mais pour cette collectivité, se faire vacciner, protéger les autres, c'est une valeur importante. Et donc, si on ne réfléchit pas en termes collectifs, si on réfléchit juste en termes individuels, je pense que ça va être extrêmement difficile d'atteindre ce seuil d'immunité collective auquel on aspire tellement. Il y a probablement eu, on le mesurera sans doute que bien après, mais il y a probablement eu aussi une somme de messages paradoxaux. Quand dans l'immédiateté de la réponse, on ne semblait s'intéresser qu'aux aînés ou aux forces productives, les trentenaires, cadras, quinquas, sexagénaires, qu'on semblait dire que les jeunes bénéficiaient d'une espèce d'immunité a priori ou d'une plus grande résistance. On leur a aussi envoyé le message de vous n'êtes pas franchement concernés par le problème. Voilà, donc tout à fait. Donc, c'est aussi une façon là vraiment de pédagogie là, parce qu'il s'agit de montrer que en vaccinant les personnes les plus âgées, on protège aussi les plus jeunes et que finalement c'est l'intérêt collectif qui compte ici. Et donc ces divisions par catégorie d'âge ne doivent pas être vues comme une opposition entre les intérêts des uns et des autres. Et donc ça doit vraiment être très manifeste et très clair pour avoir une véritable adhésion par rapport à ce genre de politique. Ça veut dire qu'il faut une politique, évidemment sanitaire, Muriel Moser, il faut une collaboration quasiment constante alors, on dirait de l'autorité pédagogique, académique, scientifique et politique, pour être prêt dans tous les cas de figure, parce que manifestement, les messages qui ont été envoyés ont pu être reçus de manière tout à fait paradoxale. Pourquoi, en tant que jeune, devrais-je me retrouver enfermé dès lors qu'on me dit que je semblerais échapper un peu naturellement? Et aujourd'hui, on se dit, ah ben non, puisqu'il faudrait quand même vacciner les 12-15 ans. C'est pas toujours facile à suivre. C'est pas facile à suivre, mais en fait, qu'on ait d'abord vacciné les personnes les plus âgées qui ont payé un lourd tribut et énormément de décès, me semble tout à fait normal dans notre société qui essaye toujours de protéger les plus fragiles, disons. Maintenant, les variants, sans doute eux, ont un peu changé la donne, puisque j'ai regardé hier le pourcentage d'infectés en Belgique en fonction de l'âge, c'est très simple. Hein. La courbe va vers la gauche, c'est-à-dire vers les plus jeunes d'une façon extrêmement claire. Bon, alors les variants, ils sont certainement pour quelque chose. Maintenant, je voudrais souligner le fait que même un jeune aujourd'hui, les enfants sont plus protégés, on sait pourquoi, ils ont une meilleure réponse immédiate et ils ont en plus des anticorps qui semblent dans certains cas reconnaître le SARS-CoV-2, donc sans doute suite à leur vaccination, ils ont eu beaucoup de vaccinations, etc. Ils ont sans doute un système immunitaire qui réagit plus facilement. Donc ça d'accord. Mais n'oublions pas maintenant quand même qu'il faut se faire vacciner pour l'immunité collective, on l'a déjà dit, mais il y a aussi pour soi-même pour deux raisons à mon avis. D'abord parce qu'il y a le long Covid qui est un vrai problème, qui touche 20% des convalescents, surtout les jeunes, 20% des convalescents, et on sait que
système immunitaire qui se retourne contre lui-même, il réagit contre lui-même, donc ça peut poser un vrai problème. Et la deuxième raison, c'est parce que contre les variants, on sait maintenant très clairement, plusieurs articles scientifiques ont été publiés, les personnes qui ont eu 2 stimuli, comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire infection et un vaccin ou 2 vaccins, sont seuls protégés. Ceux qui ont eu un seul vaccin ou simplement l'infection ne seront pas protégés. Donc voilà 2 bonnes raisons pour les jeunes aussi de se faire vacciner pour eux-mêmes. Je ne parle pas pour la société, il faut protéger les nouveau-nés, il vient d'être publié, qui sont plus sensibles que les enfants, donc c'est très important, il y a tous les nouveau-nés, les personnes âgées et les personnes qui ont un système immunitaire moins efficace, immunodéprimé. Olivier Klein, comment va-t-on résister à l'après ? C'est toute la question. Alors, ni vous, ni moi, ni Muriel Moser ne sommes des Madame Soleil capables de définir ou prétendant le définir, mais quand même, d'emblée, dès les premiers mois, on a vu des tracts de crise, des réflexions prétendant que la société de l'après ne serait plus la société de l'avant. Est-ce qu'il y a eu une vraie société différente après la grippe espagnole, après les séquences des années 50 et 60 ? C'est pas forcément inscrit dans la trace de l'histoire et de la psychologie sociale, ça. Oui, donc évidemment la grippe espagnole, elle fait suite à la Première Guerre mondiale, donc c'est très difficile de dissocier l'effet de l'un de l'autre. C'est difficile à savoir. J'espère vraiment qu'on va tirer des leçons de tout ça et que finalement cette pandémie n'aura pas encore plus polarisé la société parce qu'elle a construit vraiment des appartenances, des oppositions qui n'existaient pas. Et donc il y a vraiment tout un défi aussi, je pense, à essayer de recoller les morceaux, à essayer de reconstituer une base commune, peut-être des autorités dont tout le monde a le sentiment qu'elle les représente. Et donc ça, c'est vraiment un défi. Et effectivement, je ne peux pas prédire s'il sera rencontré. Je vais vous poser quand même cette question, et on la posera très brièvement en conclusion à Muriel Moser aussi, parce que vous utilisez le mot complotisme tout à l'heure. Il n'a pas manqué non plus au rendez-vous de tout ceci. Et l'air général était plutôt fake news et complotisme. Est-ce que ceci aura renforcé ceci, cela, à votre estime ? C'est clair que le complotisme a vraiment bénéficié de cette pandémie parce qu'il a pu se greffer sur toute une série de besoins psychologiques qui étaient accentués par cette pandémie, donc notamment l'isolation, le fait d'être peut-être beaucoup plus exposé à des sources d'informations sur Internet, etc., l'incertitude, l'anxiété. Donc il y a toute une série d'éléments qui favorise évidemment la diffusion des messages complotistes pendant la pandémie. Grand défi corollaire pour les scientifiques, Muriel Moser. Le risque complotiste et le risque d'infox ou fake news. Oui, je ne sais pas très bien si le complotisme va prendre plus d'ampleur ici ou l'inverse. On a quand même l'impression que ici, on a la preuve que la vaccination fonctionne. Regardons dans les pays dans lesquels il y a une vaccination de masse, comme en Israël ou au Royaume-Uni. Et donc, est-ce que justement, ça ne va pas diminuer le complotisme et faire percoler l'information scientifique ? Croisons les doigts. On l'espère en tout cas, croisons les doigts, comme vous dites. Merci à tous les deux. Votre livre, Muriel Moser, qui reprend de manière très pédagogique, je dois dire, merci, tout ce que nous venons d'aborder comme sujet, qui est publié aux éditions de l'Université libre de Bruxelles, et puis vos travaux et votre suivi sur le blog que vous animez, Olivier Klein, vous nous rappelez où on peut le trouver ? Oui, donc ça s'appelle Nous et les autres, blogspot.com, vous pouvez le trouver si vous voilà. Nous et les autres, blogspot.com, c'était le thème de ce qui nous réunissait. Merci.